Dans cette vidéo, je vais te présenter ce magnifique exercice qui est tombé à Ulm il y a 2 ans. On prend f, une fonction qui est continue, qui est bornée, et qui vérifie cette chose-là, c'est-à-dire que la valeur de f en chaque point, c'est la moyenne en plus moins 1 et en plus moins pi. Ok? Et en fait, on va essayer de montrer que f, elle est constante. Voilà, parce que les fonctions constantes vérifient ça, et on va montrer que f, elle est constante. Donc, c'est un exercice subtil. Je t'encourage vraiment à essayer de le faire. En fait, il y a un cas qui est vraiment faisable, c'est si f atteint son maximum en un point, sa borne sup en x. Essaye de voir si tu peux conclure dans ce cas-là. En fait, la preuve va utiliser des idées assez proches de ce qui se passe ici. Cherche ça et ensuite essaye de chercher le cas général un tout petit peu. Normalement, on arrivera exactement sur les mêmes idées parce qu'il n'y a quasiment rien à faire dans cet exercice, à part faire ça. Donc, si on suppose que f elle atteint sa borne sup en un point, ce que j'ai, c'est que je peux utiliser le fait que f de x, ici j'atteins le maximum, mais ici, je suis plus petit que le maximum en chacun des points. Donc je suis plus petit que 1 sur 4 fois 4 fois le maximum. Sauf que ici c'est le maximum, donc j'ai inégalité dans toutes les inégalités. Donc je recommence. Si je suppose que f de x il est maximal, je sais par contre que f de x est égal à cette moyenne là, et que chacun des termes est plus petit que le maximum. Donc ici que j'ai maximum plus petit que 4 fois plus petit que maximum. Du coup ça veut dire que j'ai eu égalité dans chacune des inégalités. Et donc ce que j'ai c'est que f de x plus 1 c'est égal à s aussi. Pareil, f de x moins 1 c'est égal à s, et f de x plus moins pi c'est égal à s. Donc si j'atteins le maximum en un point, j'atteins aussi le maximum sur les 4 points autour. Ok? Jusqu'ici tout va bien. Et en itérant, on voit que f atteint le maximum sur tout surtout x plus z pi plus z. Ok? Ce que ça dit ici, c'est que j'ai le droit de augmenter de 1, j'atteins toujours le maximum, et si je déterre ce processus, je vois que je peux ajouter pi un certain nombre de fois, je vois que je peux ajouter 1 un certain nombre de fois, sauf que tu n'es pas sans savoir que ça c'est dense dans R. Ça c'est dense. Donc petit aparté, pourquoi ça c'est dense, tu peux sauter si tu connais, parce que on connaît les sous-groupes de R. Les sous-groupes de R, ils sont soit monogènes, c'est-à-dire de la forme A fois Z avec un réel, ou alors ils sont denses dans R. Ok? Et celui-là, il est pas de la forme AZ, parce que s'il serait de la forme AZ, alors on aurait que A serait rationnel, parce qu'on aurait 1 qui est égal à K fois A. Donc A il serait rationnel, et pourtant on a pi qui est égal à K fois A. Donc pi serait aussi rationnel, ce qui n'est pas possible. Et de manière générale, dès que tu as un sous-groupe de la forme AZ plus BZ dans R, si A sur B n'est pas rationnel, le sous-groupe il est dense. Ok? En tout cas, ça c'est dense. C'est pour ça qu'il y a pi dans l'énoncé. Hein. Ça pourrait être n'importe quel nombre irrationnel. Ou même ça pourrait être, ici on pourrait avoir on pourrait avoir x plus a. Et ici x plus b avec b sur a irrationnel. Ça sera exactement la même chose. Ok, donc ce qu'on a c'est que f atteint son maximum sur un ensemble qui est dense dans R. Donc par continuité, f atteint son maximum. Ok? On a gagné. Maintenant, on va essayer de regarder ce qui se passe. Donc, je vais supposer que le sub sur R, je vais supposer que f n'est pas constante. Je suppose que son sub sur R c'est 1 et que sa borne 1 c'est 0. Et on va voir ce qui se passe au voisinage du maximum. Donc je sais que je peux avoir des points x tels que f de x est arbitrairement proche de 1. Ici on a 1, ici on a 0. Je sais que je peux avoir des points x arbitrairement proches de 1. Qu'est-ce qui se passe au voisinage de ce point-là? On n'a pas comme tout à l'heure que... tout à l'heure, on avait que si x était exactement égal au maximum, alors x plus 1 serait aussi maximal, machin, machin. Là, on n'a pas ça. Par contre, ce qu'on a, c'est que f de x plus 1, si là, c'est delta la distance à 1, c'est plus grand que 1 moins 4 delta. Ok, pourquoi on a ça? Parce qu'on refait la même chose. Donc f de 1 plus x, c'est égal à 4f de x moins ça, moins ça, moins ça. Sauf que 4f de x, c'est plus grand que 4 moins 4 delta. Et tout ça, c'est plus grand que 1. Mais en gros, c'est très logique parce qu'on a un point qui est très proche ici de 1, mais qui est la moyenne de ces 4 points aux alentours.
Et donc c'est clair que les 4 points, ils peuvent pas être trop en bas parce que les points sont trop hauts. Ok, c'est juste une formalisation de ça. Donc la moralité, c'est que si je prends un point qui est très proche du maximum, les points aux alentours, au sens de j'ai le droit d'ajouter 1 et j'ai le droit d'ajouter pi, les points aux alentours, ils sont très proches de 1 aussi. Et c'est pareil, si j'ai un point où j'atteins le minimum, enfin où je suis proche du minimum, alors j'ai le droit de me balader un peu et toujours être très proche du minimum. Ok? Donc il se passe un phénomène où je peux prendre des points qui sont arbitrairement proches du maximum, et ces points ils vont engendrer un nombre de plus en plus grand de points qui sont proches du maximum. Parce que, en gros, ici j'ai le droit de faire un certain nombre d'opérations avant que mon inégalité là elle devienne minable. Donc c'est-à-dire que j'ai cette inégalité là, ça veut dire que f de x plus k, c'est plus grand que 1 moins 4k delta. 4 puissance k delta, pardon. Ok? Et pareil, si j'ai envie d'avoir f de x, ce que j'ai, c'est que f de x plus k plus lpi, là, c'est la valeur absolue de k plus la valeur absolue de l. Ok? Donc le truc, c'est que de ce point-là, j'ai le droit de me balader un peu en ajoutant des 1 et des pi, ou des moins 1 et des moins pi, mais un certain nombre de fois jusqu'à ce que cette inégalité-là, elle devienne nulle. Parce que cette inégalité-là, à un moment, ça va juste devenir c'est plus grand que 0. Donc, plus je suis proche de 1, plus j'ai le droit de faire des coups comme ça et rester proche de 1. Voilà, parce qu'il faut visualiser que delta, il tend vers 0 parce qu'on est en train de prendre des points qui sont de plus en plus proches du maximum. Ok? Et donc, ce qui se passe, c'est que quand j'ai un point qui est proche du maximum, j'ai de plus en plus de points. Comme le sous-groupe engendré par 1 plus zpi, il est dense, j'ai des points qui sont très proches, qui couvrent un peu tout ça, tu vois. Comme j'ai le droit de faire 1 plus pi, moins 1, plus pi, enfin je commence à couvrir un peu tout ça. Sauf que si je fais la même chose avec mon minimum, tu vois qu'il se passe une sorte de chose où j'ai des points très bas et des points très gros qui cohabitent. À l'infini, on s'attend à ce que ma fonction f, elle fasse un peu un truc comme ça. Limite, ça va être un truc un peu fractal, où à chaque fois que tu as l'impression qu'il y a un intervalle où c'est gros, mais en fait non, ça va se recouper. C'est un peu comme ça que je vois ma fonction f. Et donc là, l'astuce, c'est qu'on va se dire, bon bah, cette fonction-là, elle est très moche, on va passer à une autre fonction qui va être uniformément continue. Donc l'astuce, c'est qu'en fait, on va essayer de montrer qu'on peut réduire cet exercice-là au cas où f est uniformément continu. Donc ça, c'est un exercice pour toi. Si on a traité l'exo pour f uniformément continu, conclure. C'est pas évident. En fait, le truc, c'est qu'on va poser cette fonction-là, g de x qui est égal à l'intégrale de x à x plus epsilon de f. Et là, essaye de voir comment on conclut. En fait, l'astuce, c'est que cette fonction g, elle est dérivable. Sa dérivée, c'est f de x plus epsilon moins f de x, donc elle est bornée. Donc c'est une fonction qui est lipschitzienne, donc elle est uniformément continue. Si on a traité l'exo pour f uniformément continu, on sait que comme g vérifie la même équation et que g est borné, donc g va vérifier exactement la même équation juste en intégrant, et comme g est borné, j'ai que g elle est constante. Donc j'ai que pour tout epsilon, ça c'est constant. Ok? Et là c'est clair que si ça c'est constant pour tout epsilon, f elle est constante. Une manière de le voir, c'est on suppose qu'on a deux points où f est différente. Bah, je peux me restreindre à un voisinage où ici je suis assez proche de mon point où je suis gros. Et j'intègre ici entre x et x plus epsilon et c'est différent de là. Okay. Bon, ça je le rédige pas, c'est intuitivement évident que on peut s'arranger pour que l'intégrale soit différente sur deux points. Ok? Donc si on a traité l'exo pour toutes les fonctions uniformément continues, on a terminé l'exercice. Donc on peut supposer que f est uniformément continu. Hop, uniformément continu. Ok? Maintenant, qu'est-ce que c'est que le plan de jeu? Donc, on sait que ma fonction elle est uniformément continue. Donc, le plan de jeu, ça va être de dire, je vais prendre un point qui est très gros et un point qui est très petit. On va voir par quoi il faudra quantifier plus tard. Et on va dire, regarde le point O, j'ai un voisinage où c'est aussi très gros, d'après l'uniforme continuité. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, bon bah, le nombre, je sais que si la distance entre ces deux points-là, elle est bornée, je sais que j'ai un nombre fini de pas avec des 1 plus pi ou des... Quand je dis un pas, ça veut dire que je rajoute 1 ou je rajoute pi ou je rajoute moins pi ou je rajoute moins 1. Donc on a vu que
quand je rajoutais 1, ma fonction elle restait quand même très petite. Si j'avais f de x plus petit que delta, par exemple, j'avais f de x plus 1 plus petit que 4 delta. Ok? Parce que je suppose que l'inf de ma fonction c'est 0. On avait vu ça. Et donc on a vu que faire un pas c'était un coût assez petit tant qu'on ne fait pas trop de pas. Ok? Donc le truc qu'on va dire c'est, bon bah, avec un nombre borné de pas, je peux arriver dans ce voisinage. Sauf qu'on a un souci parce que avec un nombre borné de pas, ma fonction elle est quand même très petite, mais elle est très proche d'un point où la fonction est grosse. C'est ça le but. Donc pour ça, on a besoin d'un lemme technique qui est vraiment complètement inintéressant et pas du tout dans l'esprit de l'exercice. Donc franchement, je te conseille de skipper ce lemme technique. C'est quoi le lemme? C'est je prends epsilon strictement positif, alors il existe x et y qui vont être plus distants de moins de pi, tel que f de x plus grand que 1 moins epsilon et f de y plus petit que epsilon. Okay, ça, ce lemme, il va m'occuper pendant une bonne minute. Je mets la preuve juste par acquis de conscience, pardon, mais elle n'est pas du tout intéressante. Et une fois qu'on aura ce lemme-là, on va faire exactement ce que j'ai dit là. On va l'appliquer. Donc, comment on monte le lemme? En fait, l'astuce, c'est qu'on veut supposer que f est pair. Donc, pourquoi on peut supposer que f est pair? Parce que si on avait résolu l'exercice pour toute fonction paire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait prendre une fonction quelconque. Disons que son 1 c'est 0 et son sub c'est 1. Je prends un point dans lequel elle est strictement plus petite que 1 quart. Donc ma fonction elle fait un peu un truc comme ça. Hop, ici il y a 1 quart. Je suppose, sans perdre de généralité, qu'elle atteint 1 quart en 0. Je la rempaire en regardant f plus f de moins x sur 2. Je la rempaire. Et là, pas d'aboum parce que j'ai une fonction paire, donc elle est constante parce qu'elle vérifie encore l'équation. Ouais, quand on rempaire, ça change pas l'équation. Donc la fonction, quand je la rempaire, ça vérifie encore l'équation. C'est une fonction constante, sauf qu'elle vaut 1 quart ici. Et je sais qu'il y a un point dans lequel elle vaut plus. Elle vaut en gros 1. Et du coup, quand j'ai moyenné, la fonction en ce point-là, elle vaut au moins un demi. Parce que j'ai moyenné avec un autre point qui est plus grand que 0. Ok? Donc, on peut supposer que ma fonction est paire. Et du coup, là, ça va vraiment nous aider pour le coup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, là, c'est ma ligne réelle, il existe un point, donc ça, c'est le inf qui est 0 et ça, c'est le sub qui est 1. Il existe un point xn, donc là, c'est en 0. Il existe un point xn tel que, ici, je suis très haut. Ok? Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est l'intervalle. On peut supposer que xn est positif par parité. Ce que je vais regarder, c'est l'intervalle moins xn, yn. Moins xn plus xn, pardon. Je vais juste l'appeler x d'ailleurs. Ok, donc je regarde cet intervalle-là. Le truc, c'est que je sais que l'inf de f sur cet intervalle-là, il est strictement positif. Parce que c'est un compact, donc l'inf il est atteint. Et on a vu que la fonction ne pouvait pas atteindre 0, sinon la fonction était constante. Ça, on l'a vu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un point où elle atteint l'inf. Sur cet intervalle-là, je prends un point ici, y, où elle atteint l'inf. Et le truc, c'est que je sais que f de y, c'est la moyenne des 4. F de y, c'est la moyenne de ça, ça, ça et ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tous les 4 points étaient à l'intérieur? Si tous les 4 points étaient à l'intérieur, donc c'est-à-dire à l'intérieur, j'entends que tous les points sont plus petits que x. Si tous les points étaient plus petits que x, enfin dans cet intervalle-là, alors on aurait que tous ces points-là, ils sont plus grands en valeur par f que y, mais ils sont aussi plus petits parce que y, c'est la moyenne des 4. C'est exactement comme l'argument qu'on avait utilisé au début pour dire que si on atteignait le maximum, alors on atteignait le maximum sur les translatés. Donc ce que je peux faire, c'est, si tous les 4 points sont à l'intérieur, aller vers le point le plus à droite pour me rapprocher de x, et j'itère ça jusqu'à ce que je puisse plus itérer l'argument parce que y a un point qui est sorti. Donc autrement dit, je peux plus itérer l'argument parce que y plus pi est plus grand que x. Okay, et donc, moralité, si je m'arrange, si j'agrandis x pour que l'inf ici soit plus petit qu'epsilon, parce que j'ai choisi x avec, en demandant ça, mais je peux prendre x arbitrairement grand, bien sûr, et donc m'assurer que l'inf il est plus petit qu'epsilon, bon bah j'ai un point y qui est plus petit qu'epsilon, qui est pi proche de x, et avec x qui est très grand. Ok?
Donc en fait, ce lemme, il n'est pas du tout surprenant, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu chiant de le rédiger. Pourquoi il n'est pas surprenant? Parce qu'on avait dessiné un peu le graphe de ma fonction f, de la fonction f, on avait vu qu'il vérifiait un truc un peu comme ça, parce que là où j'atteignais le maximum pas loin, et là où j'atteignais le minimum pas loin. Et donc c'est un peu nullissime, enfin, le lemme là il est un peu évident quand on garde en tête que f, en fait, c'est une fonction qui n'est pas du tout régulière, qui n'est pas du tout constante sur des voisinages assez longs, donc ce lemme il est assez intuitif. Ok, maintenant que j'ai mon lemme, on est bien, parce pourquoi? C'est quoi le scénario? Il faut se dire qu'on a pris un epsilon strictement positif. Il faut dire que ici on a y. Et il faut penser au fait que x il est dans un voisinage moins pi. Donc x on ne sait pas où il est, mais on sait qu'il est à l'intérieur de ce voisinage. Donc ce que je vais faire, c'est que le voisinage moins pi, je vais le couper en un certain nombre d'intervalles de longueur delta sur 2. Donc delta c'est quoi? Je rappelle que ma fonction elle est uniformément continuité. Elle est uniformément continue, donc j'ai pris delta tel que 2 points delta proches ont des images 1 sur 2 proches par f. Ok? J'ai une subdivision, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais dire... Donc là on imagine qu'il y a 0 ici. Donc 0 ça va être y, on va translater tout ça en y. Donc ce que je vais dire, c'est que je sais que z plus pi z c'est dense. Et là j'ai des intervalles. Donc chaque intervalle, je vais lui trouver un élément de ce truc-là. Donc par exemple, lui, ça peut être 4 moins 2pi. Par exemple, tu vois, ça pourrait être ça. Pour chaque intervalle, je trouve un élément comme ça et je note n, le nombre de pas. Ok? Donc je prends le nombre maximum de pas qu'il faut pour, en partant de 0, arriver dans un des voisinages. Ok? Donc c'est ça vraiment l'intérêt du fait que mes x et y soient assez proches, c'est-à-dire pi proches, et d'avoir que leur distance elle est bornée. C'est ça l'intérêt, c'est de pouvoir dire, bah regarde, je peux arriver avec un nombre borné de pas assez proche de x. Donc ça c'était pas possible si par exemple on supposait que on n'avait pas de point qui était pi proche de x où ça se passait assez bien. Ok? Donc j'ai ça. Maintenant ce que j'ai, donc je te rappelle que nous ce qu'on avait c'est que f de y plus k plus lpi, c'était plus petit que 4 puissance k plus l fois delta. Ça, on l'avait eu en itérant. Pardon. Fois epsilon, avec epsilon, la valeur de y ici. Et donc, ce qu'on va faire, bon, bah là, c'est complètement fini. Enfin, je pense que tu peux juste regarder un peu les arguments et conclure. Mais c'est complètement fini. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre un epsilon tel que ça, tel que j'ai. Donc, ça, c'est plus petit que 4 puissance n epsilon. Si je fais des pas qui sont tous plus petits que n. Et donc, je vais m'arranger pour que ça, ce soit plus petit que 1 quart. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, il faut imaginer que c'est 1 quart. J'ai le droit de faire je peux faire des pas qui vont tous être ici et qui vont faire une subdivision de taille delta sur 2 de mon intervalle moins pi autour de y. Sauf que je sais que x, donc x, il faut imaginer f de x comme quelque chose de très gros, 1 moins epsilon. Sauf que x, j'ai un voisinage autour de x où ma fonction elle est plus grande que 1 sur 2 moins epsilon. Et c'est pas possible parce que ce voisinage il est de taille delta, donc j'ai un élément de ma subdivision qui coupe ce voisinage, sauf que ce point-là, il vérifie comme il est assez proche de y, enfin comme on l'a obtenu avec cette inégalité, il vérifie qu'il est plus petit que 1 quart, mais comme il est assez proche de x, il est plus grand que 1 demi. Et donc on peut conclure. Ok? Donc l'idée en gros c'est juste que si je prends ma fonction, si j'ai un nombre fini de pas à faire, faut imaginer que faire des pas, ça change pas du tout la valeur de ma fonction f, tant qu'on n'en fait pas trop, puisque y est arbitrairement petit. Ok? Il faut aussi imaginer que x, autour de x, la fonction elle est très grosse, et une fois que tu as ces deux visualisations là, tu sais que z plus pi z c'est dense, donc boum, c'est fini. Ok? Donc juste, je présente cet exercice qui est extrêmement dur, parce que juste il était tombé, on l'avait fait pendant la préparation aux oraux, pendant mon année, et je m'étais dit, mais si je tombe sur cet exercice, je suis terminé, parce que juste faire la première étape, c'est très compliqué. Et ensuite, j'ai pensé, et je me suis dit que, en fait, même si tu n'as pas d'idée dans un exercice à ULM, tu peux toujours impressionner l'examinateur en juste donnant des idées complètement farfelues, un peu saugrenues. Donc ça, c'était vraiment mon fond de commerce quand j'étais en prépa, c'était quand j'étais en code et que j'ai galéré complètement sur l'exo,
Je donnais une idée, je disais, ça, je suis pas trop sûr que ça marche, mais j'ai envie de faire ça parce que. Et juste, ça change la dynamique de l'oral parce que ton examinateur, il est plus en train de constater que tu ne fais rien, il est en train de se demander si ton idée, elle marche. Parce que tu lui as balancé une idée qui était vraiment saugrenue, et il est en train de se dire, tiens, est-ce que ça marche, ça? Et ça change la dynamique. Et en fait, même sur cet oral, même si juste tu traites le cas où f atteint son maximum, qui est le cas que j'avais parlé au début, qui est le plus facile, et si tu continues de parler de comment tu visualises f, genre là, par exemple, j'aurais dit, même si j'avais pas du tout visualisé la solution, je sais, parce qu'à l'époque, j'y pensais alors que j'avais pas la solution, je sais que j'aurais parlé du fait que j'ai envie de regarder ce qui se passe à l'infini, suivre les maximums de f, remarquer que bah tiens, je peux faire un nombre fini de paille, ça va pas trop changer le fait que le point il est très gros sous f. Visualiser selon nos trucs, dire regardez ma fonction f, je pense elle va faire beaucoup de trucs. Peut-être que j'aurais pensé au truc dont j'ai parlé après, c'est-à-dire le fait qu'on peut, enfin si f est uniformément continu, on est content. Le fait qu'on peut supposer f pair, ce genre de truc. Voilà, peut-être que j'y aurais pensé, peut-être pas. Mais enfin voilà, un exercice d'Ulm, c'est un exercice où tu sais pas du tout quelle est la voie qu'il faut suivre. Donc la voie que j'ai suivie ici, pendant ma prépa, je pensais pas du tout que ça allait marcher. Juste récemment, là, enfin, ce matin, j'ai réalisé que ça marchait, j'étais trop content. Mais faire ça et juste bidouiller les trucs avec les pages, je pensais pas du tout que ça marchait. Juste, quand tu fais un exercice dur, c'est normal. Tu sais pas si l'idée que tu poursuis va marcher. Mais il faut quand même expliquer les raisonnements que tu fais, dire pourquoi c'est raisonnable, dire, bon bah regardez, si la fonction f elle atteint son maximum, ça c'est une bonne idée, donc je vais essayer de faire la même idée quand f elle atteint pas son maximum. Tu vois, juste motiver tes arguments, faire engendrer une discussion mathématique, c'est juste ultra bénéf. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est des exercices extrêmement durs, et il faut pas hésiter à juste avoir des pistes raisonnables et les dire. Voilà.